Donc je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, je suis commerciale dans le digital. J'ai côtoyé la mort à plusieurs reprises. Tout d'abord mon papa qui est parti quand j'avais 4 ans, ma maman qui est partie quand j'en avais 27, que j'ai accompagnée jusqu'au bout, et dernièrement ma tante que j'ai accompagnée aussi jusqu'au bout il y a quelques mois. Concernant les affaires des personnes qui m'ont quittée, pour mon papa, donc j'ai pas pris de décision, j'étais trop petite pour ça. Ma mère a fait le choix de les garder. Quand elle est partie, par mimétisme, je pense, j'ai fait le même choix qu'elle, donc j'ai tout gardé. En plus, les choses ont fait que je me suis retrouvée dans son appartement à elle pendant un an toute seule, donc j'étais dans ses affaires. Il m'a fallu un an pour y toucher, pour les trier, pour savoir ce que j'allais en faire. Au début, je voulais tout garder. Je voulais que rien ne bouge, que tout reste en l'état. Et ensuite, il m'est apparu un choix assez évident, qui était de me défaire d'une très grande partie d'entre elles, qui pour moi m'encombrait de façon émotionnelle, enfin, encombrait ma tête, en fait, plus qu'autre chose. Et donc, j'ai décidé de m'en séparer aux trois quarts, à peu près. Par exemple, par rapport à ces vêtements, j'ai tout donné à des associations. J'ai gardé vraiment des vêtements qui avaient un sens pour moi. Voilà, j'ai donné à des personnes qui pouvaient s'en servir, et puis j'ai gardé par exemple sa robe de mariée. Là, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, si je la garderai ou non. Pour l'instant, je la garde, on verra bien. Et par exemple, des vêtements qui me rappelaient de bons souvenirs. Au début, je les gardais. Finalement, je m'en suis défait aussi parce que, avec le temps, j'ai eu un cheminement qui était que ces objets, ce n'était pas elle. Et ça a été très compliqué pour moi de me dire que ce qui restait d'elle n'était pas elle. Et puis ensuite, bon, pour les meubles, avec des histoires de famille, voilà, c'est retourné chez les uns, chez les autres. J'ai gardé peu de choses. Et sinon, ces affaires personnelles, j'ai peut-être gardé un agenda, ce genre de choses, mais sinon, le reste, je m'en suis défait, même s'il m'a fallu du temps. Les affaires de mon père, j'ai fait ça aussi. Quand elle est partie, elle avait vraiment gardé beaucoup de choses. J'ai choisi de m'en défaire. J'en ai donné quelques-unes à mes frères, qui eux sont pas du tout matérialistes, donc voilà, ils voulaient pas non plus s'encombrer la tête. Je pense que c'est s'encombrer la tête, en fait, de garder ce genre de choses. On les garde, on a l'impression que c'est des bouées de sauvetage, que tant qu'elles sont là, rien ne bouge. Mais en fait, ça encombre la tête, je pense. Donc, au fur et à mesure, se délester de ce genre de poids, je pense que ça fait du bien. Et là, elle est partie il y a 3 ans. J'ai pas encore tout évacué. Il y a des choses que j'ai encore du mal à, oui, j'ai encore du mal à m'en défaire, mais je sais qu'à terme, c'est ce qu'il faut faire. Et je me sentirai bien quand il sera venu l'heure pour moi de m'en défaire. En me séparant de leurs affaires, en les vendant ou en les donnant, il y a eu un moment où je ne me suis pas sentie légitime de le faire. Effectivement, il y a un sentiment de trahison qui peut arriver. Voilà, son tailleur qu'elle aimait beaucoup, je le donne, je le donne à quelqu'un qu'elle connaît peut-être même pas. Voilà, et donc je suis pas légitime à donner ses affaires à des affaires qui m'appartenaient pas. Donc j'ai eu quelques mois aussi. Pendant quelques mois, j'ai dû me faire à l'idée que ces affaires donc étaient à elle, mais étaient maintenant aussi à moi. Et que voilà, être un petit peu égoïste et me dire, même si je suis sûre qu'elle m'en aurait pas voulu, mais à me dire maintenant, il faut que je sois égoïste, il faut pas que je m'encombre la tête. Et donc, c'est trahir personne que de donner 25 paires de chaussures, en fait, à des gens qui en ont besoin en plus. Donc, ouais, ça a été compliqué.
Ça a été compliqué de gérer tout un tas d'affaires qui n'étaient pas les miennes et dont je suis devenue responsable un petit peu, qui étaient très chargées en émotions. Quand elle est partie, donc moi je l'ai accompagnée pendant 3 ans, ma maman, dont les 6 derniers mois où j'ai vécu avec elle à l'hôpital. C'était du 24/24. Donc j'ai arrêté de travailler, je me suis coupée un peu socialement. Donc quand elle est partie, ben, je savais plus quoi faire, en fait. Je... Son départ, je m'étais dit que c'était l'objectif de ma vie, de l'accompagner jusqu'au bout. Et en fait, je me suis pas posé de questions sur l'après. Et une fois qu'elle sera partie, parce que c'était certain, et après, qu'est-ce que je vais faire? Je m'étais pas posé la question, donc l'après a été très compliqué. Donc je me suis retrouvée chez elle, je travaillais pas. Il fallait que je m'occupe donc de ses affaires, il fallait que je m'occupe d'une succession en plus très lourde, parce qu'il y a le côté administratif aussi qui est très pesant. Donc j'ai eu le temps, mais le temps était interminable. Voilà, j'ai mis 1 an à vraiment me séparer de toutes ces affaires et à retrouver un appartement vivable, on va dire ça. Ce qui m'a le plus marqué dans ces expériences, déjà par rapport à mon père, je pense que ce qui me marque le plus, ce qui a beaucoup conditionné mon enfance, c'est la tristesse que ça peut provoquer sur plusieurs années. Et à quel point ça peut, je pense, détruire une vie, en fait. Ma maman est tombée dans une grosse dépression après le départ de mon père. Ça ne l'a pas empêché de travailler, de nous élever. C'était évidemment la meilleure des mamans, mais voilà, je pense qu'elle a été traumatisée par ça. Donc je pense que si c'est... voilà, que ça peut vraiment détruire une vie. Vis-à-vis du départ de ma maman, ce que j'en garde le plus, c'est à quel point cette expérience a pu me mener au-delà de ce que je pensais être mes limites. Vraiment. J'étais insouciante, j'avais 25 ans. Pour moi, la vie, c'était chouette. J'avais des copines, je faisais les magasins le samedi. Voilà, j'étais très contente de ma vie. Et j'ai fait le choix avec elle de l'accompagner donc pendant 3 ans dans sa maladie. Au départ, ça devait durer que 8 mois, mais ça a duré 3 ans. Je me suis vue faire des choses que j'aurais jamais pensé être capable de faire. Voilà, l'accompagner vraiment jusqu'au bout. Et quand ma tante est partie, j'ai fait le choix de recommencer à faire ce genre de choses. Donc voilà, être dans un univers très médical, à faire des choses qui sont un métier, hein, qui n'était pas le mien. Donc voilà, ce que je retiens, c'est que vraiment, ça m'a... je pensais pas être capable de faire autant. Je suis très contente de faire ce que j'ai fait. Hein. Je pense que je m'en serais beaucoup voulu de vraiment rester extérieure à tout ça et de voir de loin comment ça se passait. C'est ce qui aujourd'hui malheureusement fait que je suis pas toujours très bien dans ma tête, mais ça c'est un autre débat. Mais voilà, je pense que ces expériences m'ont appris à être une meilleure personne et à faire des choses dont je me sentais pas capable. Je me suis rendu compte que j'avais pris énormément de photos de ma maman à partir du moment où on a su qu'elle était malade. J'ai pris énormément de photos, énormément de films. C'était pas des choses scénarisées ou c'était pas des photos où elle me regardait. C'était des instants de vie, des instants, des derniers instants, en fait. Les rares personnes à qui j'en ai parlé m'ont trouvé complètement tordue. Je leur en veux pas, hein, mais effectivement, ça l'est peut-être. Mais j'avais besoin de garder ces moments-là parce que c'est des moments qui... voilà, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça c'est important. Ça c'est important. C'était important de filmer. Voilà, elle commentait un documentaire à la télé, j'ai filmé ça. Et le jour où elle est partie, donc le jour où elle est partie un lundi matin à 8h. Voilà, le jour où tout le monde revenait travailler. Personne ne le sait, mais j'ai pris une dernière photo avant que tout le monde n'arrive. Donc je vivais avec elle depuis quelques mois à l'hôpital.
Donc elle travaillait, elle, à l'hôpital, et heureusement, son service a accepté de nous recevoir pour ses derniers mois de vie. Donc c'est une chance incroyable qu'on a eu de pouvoir vivre là-bas ensemble ces derniers mois-là. Donc je vivais avec elle, je dormais là-bas. Et donc le dimanche soir, j'avais un dîner qui était prévu. Donc on a eu une journée du dimanche tout à fait normale. Elle n'était pas très en forme, mais pas pire qu'avant. Enfin, on savait que c'était la fin, mais ça allait. On ne savait pas que ce serait le lendemain. Et donc j'avais un dîner à l'extérieur. Je suis sortie dîner avec des gens de ma famille. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui m'a rappelé, en fait. Et donc je suis retournée à l'hôpital ce soir-là, plutôt que prévu. Et en arrivant à l'hôpital, j'ai croisé une de ces infirmières qui m'a dit « Moi aussi, je reviens. J'ai l'impression que ce soir, ça va pas très bien. » Donc on est revenues toutes les deux. Et effectivement, son état s'était dégradé dans les 2 heures où je m'étais absentée. Donc là aussi, je m'en suis beaucoup voulu, mais c'est un autre débat. On a passé la nuit avec elle. Et le matin, donc, elle est partie. Et oui, j'ai pris une dernière photo. Et je me souviens d'une odeur particulière. Une odeur particulière, pas agréable ou désagréable, mais l'odeur de la chambre avait changé. L'odeur de la chambre avait changé. Et quand elle est partie, donc vraiment l'instant où pour moi la vie a quitté son corps, enfin pour moi c'est ça, elle a changé de couleur. Elle est devenue grise. Enfin pour moi oui c'était... elle est devenue grise. Alors pour ma maman, je pense elle se rendait compte. Elle est restée très consciente de toute la situation. Du début à la fin. De toute façon, elle était dans ce milieu-là, donc elle savait dès le premier jour, enfin, avant même qu'on diagnostique sa maladie, elle se doutait de ce qui allait se passer. Juste avant son départ, les quelques jours qui ont précédé son départ, elle était dans un... J'ai pas les bons termes sûrement, mais elle était dans un semi-coma, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où elle était consciente, et il y en avait d'autres où vraiment elle était plus là. Plus là dans la tête, moi j'appelle ça comme ça. Moi donc je vivais à l'hôpital avec elle, et mon petit frère avait continué de travailler, donc c'était un choix qu'on avait fait, que moi je m'en occupe et que lui continue à exercer son travail. Elle était pas vraiment consciente, et elle a attendu qu'il arrive. Pour moi, elle a attendu qu'il arrive pour partir. Parce donc elle était à demi consciente quand j'étais là, jusqu'au coup de 7h, 7h15, on va dire, du matin. Elle n'était pas vraiment là. Et je lui ai dit plusieurs fois, parce que moi je lui parle, enfin je continue à lui parler, je lui ai dit plusieurs fois qu'il allait arriver, qu'il fallait qu'elle l'attende pour partir. Et je voulais vraiment qu'elle m'entende, mais j'étais pas persuadée que ce soit le cas. Mon frère est arrivé, je les ai laissés tous les deux tout seuls, parce que pour moi il était important qu'on ait chacun un moment seul avec elle, même si on est très proches, voilà, fallait qu'on ait notre intimité chacun. Et j'ai su qu'elle lui avait parlé à ce moment-là, alors qu'elle était dans un état... elle était vraiment très très mal, et j'ai su qu'elle lui avait parlé, alors que ça faisait des semaines qu'elle parlait plus, enfin qu'elle communiquait plus avec nous par les mots, elle communiquait autrement, mais elle parlait plus, et j'ai su qu'elle lui a parlé, et donc je pense vraiment qu'elle l'a attendu, qu'elle savait qu'elle allait partir, et qu'elle a attendu pour partir. Donc elle était consciente de ce qui allait se passer. Voilà, après le départ de mon père, sa vie avait plus beaucoup de sens pour elle. Et elle nous avait toujours dit, le jour où vous aurez tous un travail, que voilà, parce que la réussite professionnelle était très importante pour elle. Donc le jour où vous aurez tous un travail et une vie plus ou moins stable, j'aurai plus rien à faire ici, et donc je partirai. Et à chaque fois, je prenais pas ça au sérieux. Et quand elle est partie, c'est au moment où on a chacun trouvé notre voie.
où on était bien, où on avait un travail stable, on avait un environnement stable. C'est là qu'elle est tombée malade. Et je pense que c'est lié. Je pense que forcément, on part par un accident, par une maladie, par plein de choses extérieures, mais je pense aussi que pas on choisit forcément l'heure, le moment, la minute et la façon, mais je pense que on y est pour beaucoup. Pour ma maman, ce qui est très étonnant en plus, c'est que j'ai aucun souvenir d'elle avant la maladie. Ça, c'est un gros problème pour moi, mais aucune, j'ai aucune image d'elle avant qu'elle soit malade. Ça, c'est compliqué. Et j'ai plusieurs images de la maladie qui me reviennent, plusieurs instants, plusieurs examens médicaux, par exemple. Et vraiment, la photo que j'ai prise quand elle est partie, donc vraiment quand la vie a quitté son corps, pour moi j'appelle ça comme ça, la photo que j'ai prise à cet instant-là me revient énormément. L'image arrivait et je faisais une crise d'angoisse directement. Et ce qui était très embêtant aussi pour mon quotidien, c'est que c'est pas ça arrivait le matin ou le soir, c'était vraiment ça arrivait à n'importe quel moment de la journée, que je sois chez moi ou à l'extérieur. Et ça, c'était très compliqué à gérer. Vraiment comme voilà, c'était une image qui revenait, qui me traversait, avec toute l'émotion de ce moment-là qui revenait, et j'avais l'impression de suffoquer. J'en ai voulu pendant un moment, de ne pas avoir voulu voilà, d'assistance respiratoire, ce genre de choses. En plus, c'est des décisions qu'elle a prises au tout début de sa maladie, donc on n'y était pas encore. Donc pour moi, j'avais pas encore le quotidien de l'hôpital. Voilà, on était encore dans notre salon à en discuter et aux premiers examens. Donc ça a été très compliqué à accepter. Voilà, aider un mourant, c'est accepter ses choix et l'accompagner, surtout dans les choix qu'il a faits. Ma maman m'a dit que si ça devenait trop pénible pour elle, elle voulait qu'on l'aide à partir. Ça s'est pas fait parce que la situation a fait qu'on a pu faire autrement. Mais voilà, c'était quelque chose qu'elle m'avait demandé. C'était des sujets qu'on avait abordés ensemble plusieurs fois. On n'a pas eu à le faire, mais je pense que j'aurais été capable de le faire pour l'aider, pour l'accompagner. Et même si c'est pas du tout quelque chose que j'aurais voulu faire, hein, bien sûr, mais je pense que dans mon rôle d'accompagnante, je l'aurais fait. Donc pour moi, la meilleure façon d'aider ces personnes qui vont partir et qui en ont conscience en plus, c'est de les accompagner et d'accepter tous leurs choix, même s'ils ne sont pas forcément raccord avec les croyances qu'on a ou ce qu'on veut nous. Évidemment, ma maman, j'aurais préféré qu'elle reste ne serait-ce que 3 heures de plus, que 3 jours de plus, voilà, mais si à un moment elle m'avait dit voilà, on s'arrête là, je l'aurais aidé à ce qu'on s'arrête là. Comment je me vois mourir, c'est une question très compliquée, parce qu'il y a les souhaits d'un côté, donc voilà, j'aimerais mourir de façon très calme, très sereine, et il y a la réalité de l'autre côté, la réalité qui est que médicalement, voilà, je suis quelqu'un qui fume beaucoup, qui a fait beaucoup d'excès dans sa vie, donc voilà, il y a des conséquences à ces choix de vie-là qui font que je me dis que mon départ ne sera pas forcément très serein. Voilà, entre ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on fait, il y a beaucoup de choses nocives qui attaquent notre corps, et donc il y a beaucoup de maladies aujourd'hui, et de choses qui nous abîment. Et donc, je pense malheureusement que je partirai comme ça, et pas de vieillesse ou de ma belle mort calmement et sereinement. Pour moi, les funérailles, c'est quelque chose qui ne concerne pas la personne qui est partie. Les funérailles, pour moi, c'est quelque chose qui aide les gens qui restent. Je n'ai pas de volonté
particulière. Pour moi, c'est vraiment à ceux qui restent que ça peut servir pour faire le deuil, pour dire un dernier au revoir à la personne qui part. Donc je pense que c'est eux qui feront les meilleurs choix pour eux. Une fois décédée, concernant mes affaires, d'expérience, je voudrais qu'on s'en sépare. Parce que quand ma maman est partie, j'ai été inondée de toutes ces affaires et mon esprit a été pollué par toutes ces choses matérielles dont je ne savais pas quoi faire. S'il fallait que je les garde, que je m'en sépare. Et je pense que les gens qui survivent à quelqu'un se raccrochent au matériel. Ma maman a gardé les affaires de sa maman, les affaires de ses grands-parents, les affaires de mon papa. Et on en venait à avoir... son appartement était rempli de choses qui n'étaient pas à elle, mais qu'elle gardait parce que c'était à telle ou telle personne. Et donc vivre dans un souvenir permanent, je pense que c'est très malsain. Il faut avancer, c'est pas parce que on avance qu'on oublie les gens qui ont compté pour nous, mais c'est pas en gardant une chemise qu'on s'en souviendra mieux. Donc c'est des choses qu'il faut laisser de côté pour moi. La vie n'est pas matérielle. Les sentiments qu'on a ne sont pas des choses matérielles. Donc il faut laisser tout ça de côté. Même si sur le moment c'est très très dur. Dans ma famille, on garde beaucoup des affaires qui ont appartenu aux gens qui sont partis. On parle beaucoup de ceux qui sont partis, on parle beaucoup de souvenirs justement. Et j'ai l'impression, pour en avoir parlé avec certains de mes cousins, qu'on vit dans un souvenir permanent et que ce souvenir est triste en plus. Et j'ai pas envie de continuer d'alimenter un souvenir des choses passées. Voilà, je pense qu'on a mieux à faire si on fait des choses dans le présent, si on pense au futur, si on est dans le présent que dans le passé. Donc j'oublierai jamais ma maman, j'oublierai jamais ma tante, j'oublierai jamais mon papa. J'ai pas besoin de leurs affaires pour m'en rappeler. J'ai pas besoin d'en parler. J'ai pas besoin qu'ils aient laissé quelque chose, en fait. Les instants que j'ai eus avec eux me suffisent. Pour être heureux, d'après moi, il faut avoir en tête notre futur mort. Le dernier resto que j'ai fait avec ma mère, j'ai été heureuse parce que j'avais conscience que c'était pas forcément le dernier, mais l'un des derniers. Et je pense que quand on est au courant que ça va s'arrêter, quand on sait que ça va s'arrêter, pas forcément quand ni comment, on va donner plus de poids à ce qui se passe. Mon grand-père est quelqu'un d'âgé, j'étais pas proche de lui particulièrement avant le décès de ma maman. Depuis, on est très proches. Et je le suis devenue. Bon, parce que déjà, c'est quelqu'un d'exceptionnel et donc être à son contact, c'est agréable. On a des conversations très intéressantes. Mais je le suis devenue parce que je me suis dit, il a l'âge qu'il a. Il n'est pas immortel. Et donc on est devenus proches et savoir que quand on va au cinéma, ce sera peut-être le dernier cinéma qu'on se fera ensemble, et ça me rend heureuse en fait. Donc avoir conscience des moments qu'on partage et que ces moments peuvent être les derniers, pour moi, ça renforce leur poids. Et donc pour vivre heureux, il faut avoir conscience de ce qu'on vit, avoir pleinement conscience des moments qu'on vit, et donc savoir qu'il pourrait y avoir une fin. Pour moi, la place de la mort qu'on peut avoir dans nos vies n'est pas suffisamment importante. Comme ce moment-là est chargé de sentiments qu'on peut appeler négatifs, c'est-à-dire la tristesse, la peine, le manque, la souffrance. Comme c'est négatif, on en fait pas une sorte de tabou, mais c'est quelque chose dont on ne parle pas. On ne parle pas, pour moi, on n'en parle pas suffisamment, en fait. Et donc, c'est des choses qu'on a du mal à appréhender,
des choses qu'on a du mal à vivre, justement parce que tout autour de nous, dans notre société, dans nos familles, dans nos éducations, c'est des choses dont on parle très peu, dont parfois même il ne faut pas du tout parler. Le fait d'avoir fait de la mort une sorte de tabou, c'est-à-dire de quasiment jamais en parler, effectivement, ça fait que les gens ne sont pas préparés à leur propre mort ou à la mort de leurs proches, ça les effraie. Quand ma maman est partie, mes nièces, donc les filles de mon grand frère, n'étaient pas présentes. La plus grande avait 10 ans. Et ça m'a pas choquée, en fait. Je me suis dit, mais oui, qu'est-ce qu'elle viendrait faire là dans le sens où les funérailles qu'on a voulues pour ma maman, forcément, étaient chargées d'émotions, des gens étaient tristes, voilà. Et le fait que mes nièces viennent, elles auraient vu toutes ces émotions négatives. Et je pense que quand on est petit, on a du mal à trier les émotions. On reçoit toutes les émotions d'un coup et on a du mal à en faire le tri. Et je pense effectivement que ça n'aurait pas forcément été bénéfique pour elles et ça n'avait pas forcément d'intérêt de venir à ce genre de choses. Si bien sûr elles en avaient fait la demande, elles seraient venues, mais elles n'en ont pas fait la demande. C'était pas une façon pour elles de dire au revoir à ma maman. Donc c'était pas utile qu'elle soit là. Donc pour moi, un enfant a sa présence à des obsèques que s'il en fait la demande, sinon c'est pas la peine. Et puis encore une fois, moi, quand j'ai perdu l'une de mes grand-mères, que j'avais une dizaine d'années, donc j'étais là à ses obsèques et pour la mise en bière, et donc on m'a forcée à l'embrasser, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup traumatisée. C'est vraiment une émotion, une sensation de froid, voilà, qui m'a beaucoup marquée. Même aujourd'hui, 20 ans plus tard, je m'en souviens encore. Donc je pense que en aucun cas on doit obliger un enfant, enfin même on doit obliger personne à venir à des obsèques. Chacun gère le départ d'un proche comme il veut, comme il peut. Donc il n'y a pas d'obligation. Même si dans certaines familles, dans certaines communautés, c'est quelque chose d'obligatoire pour montrer le respect qu'on a à la personne qui est partie. Pour moi, c'est pas forcément une bonne chose. Concernant l'euthanasie, moi je suis pour plusieurs raisons. Déjà, ma mère étant dans le milieu médical, enfin voilà, elle a travaillé à l'hôpital toute sa vie, donc pendant 30-40 ans à peu près, je sais que ce sont des pratiques qui se font quotidiennement. Voilà, ça se fait, ça existe, il ne faut pas se voiler la face en se disant que non, c'est illégal, donc on ne le fait pas, au contraire. Moi, je suis pour, parce que déjà, comme ça se fait, ce serait bien que ce soit des choses qui soient encadrées. Et je suis pour aussi par rapport à une dernière raison. Quand ma maman est tombée malade, donc arrivé à un moment où les traitements sont devenus très lourds, elle m'a demandé si je pouvais être capable de la faire partir. Sur le moment, j'ai répondu oui. Je pense effectivement que j'aurais été capable de le faire. Je pense que j'aurais été capable de le faire, mais que ça m'aurait beaucoup abîmé la tête. Et je pense que si l'euthanasie avait été légale à ce moment-là, j'aurais été accompagnée pour le faire. C'est peut-être... Enfin voilà, ça aurait pas été moi dans sa chambre après qu'elle m'ait expliqué comment faire. Hein. Donc je pense que si on avait dû avoir recours à ça et que ça avait été légal, ça aurait été beaucoup mieux. Au-delà de ça, je pense que notre société, parce que c'est une question aussi de société, notre société, avec les avancées médicales qu'elle connaît, récupère beaucoup de gens. C'est-à-dire que, par exemple, d'un AVC, un AVC c'est quand même des accidents qui sont très répandus aujourd'hui par rapport à nos modes de vie. Donc d'un AVC,
j'ai pas les pourcentages en tête, mais avant, on récupérait des AVC 10% des gens. Aujourd'hui, on en récupère 50%. Alors évidemment, sur le papier, on se dit, bah, c'est bien, on récupère des gens, on les sauve grâce aux prouesses médicales, aux prouesses de la science. Mais ce qu'on ne dit pas à côté de ça, c'est comment on les récupère. Est-ce que ces 50%-là, on les récupère avec toute leur capacité mobile, avec toute leur capacité mentale? Non, on les récupère pas comme ça. Et donc, aujourd'hui, on est face à des gens qu'on arrive à récupérer, donc on se dit c'est bien. On se demande pas comment on les récupère, mais ça c'est pas, on se pose pas trop la question, mais on les récupère. Et à côté de ça, il n'y a pas de structures qui sont ouvertes pour prendre en charge ces gens-là. Et pour ma maman, donc elle était dans un hôpital qui s'appelait Gustave Roussy pour suivre ses traitements. Et le jour où il y avait plus rien à faire, on m'a dit, bah écoutez madame, soit vous trouvez un endroit, un hôpital de soins de suite où la mettre, soit vous la prenez chez vous. Ma maman ne pouvait plus marcher, pouvait plus s'alimenter seule, était complètement dépendante. J'ai appelé plusieurs hôpitaux de soins de suite, qu'on appelle comme ça, pour qu'ils la gardent jusqu'à la fin. Et donc j'avais pas de place, parce que c'est comme à la fac, faut avoir un bon dossier. Donc j'avais pas de place. Et donc là, je me suis dit, donc je vais la garder à la maison. Je suis pas infirmière, je sais pas comment on fait. Et ça va durer combien de temps? Sachant que ma maman ne voulait pas que ça dure des mois et des mois, quoi. Donc, c'est à ce moment-là qu'on y a pensé, qu'on en a parlé ensemble. C'est quand, là, on n'avait plus de solution. On n'avait personne pour nous accueillir, fallait qu'on revienne à la maison. Et heureusement, l'hôpital dans lequel elle travaillait, les Invalides, nous ont ouvert la porte et on a eu énormément de chance de pouvoir aller là-bas. Mais voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont confrontés à des situations qu'on n'imagine même pas. Et l'euthanasie est une solution aujourd'hui dont on a besoin qu'elle soit légalisée. Les cancers, il y a des traitements contre le cancer. Donc ma maman a eu une chimiothérapie, plusieurs, avec des radiothérapies, donc des rayons. Elle l'a eu alors qu'on savait déjà que il n'y avait plus d'espoir. On le savait déjà. Et c'est un autre sujet, mais je dirais pas qu'on nous a forcé la main, mais un petit peu. Et donc, elle est devenue dépendante physiquement très très vite. Parce que la chimiothérapie, ça abîme, les rayons, ça abîme. Et donc, je me suis retrouvée rapidement confrontée à une dépendance totale de ma maman, alors que moi, je ne suis pas infirmière, je suis pas kiné, je ne suis pas aide-soignante. Donc je ne sais pas m'occuper de ça, j'avais pas de structure pour m'aider à faire face à ça. Et en plus, j'étais face à une personne qui voulait partir, qui m'en avait parlé plusieurs fois, qui avait commencé à me dire comment on allait faire, m'expliquer de façon technique, à moi qui suis cadre dans la pub digitale, donc à part mettre un pansement, tout ce que je savais faire quand même. Et j'avais personne autour de moi pour m'aider à faire face à tout ça. Alors qu'elle le disait à tout le monde, même au service, au personnel soignant, qu'elle voulait partir. Donc pour moi, l'euthanasie aujourd'hui, c'est pas une question qui se pose qu'aujourd'hui. C'est mentir de se dire que on a attendu 2019 pour se demander ah tiens, là on va peut-être s'y pencher sérieusement. Ça se fait depuis des années. Les gens qui souffrent, qui sont malades ou après des accidents, les familles de ces gens-là ont besoin de ces réponses-là, ont besoin de cet accompagnement. Et pour éviter que ça devienne des situations dramatiques, des situations familiales dramatiques, il faut que ce soit légalisé, qu'il y ait un encadrement de tout ça. Je veux qu'on en parle, que ça ne soit pas qu'un tabou dans des couloirs d'hôpitaux, parce que c'est le cas déjà. Faut qu'on en parle, faut qu'on vienne absolument en aide
à des gens qui sont en souffrance, en fait, qui souffrent pendant des années, et qu'on n'aide pas, surtout. Donc, au-delà de tout l'aspect médiatique, tout ça, il faut bien prendre en compte que l'euthanasie, avant de servir des politiques et voilà, avant qu'on en fasse des beaux sujets de philosophie, je suis consciente de ça, c'est forcément une réflexion à avoir, mais il faut qu'on garde en tête que c'est pour aider des gens qui sont en souffrance et qui n'ont pas de solution, qui sont bloqués à l'intérieur d'eux-mêmes et voilà, et qui souffrent en fait. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on garde ça à l'esprit aussi. Suite à cet entretien, je me sens assez apaisée, bizarrement. La mort, donc, c'est quelque chose dont peu de gens parlent. Même moi, j'en parle très peu avec ma famille. Et je pense que le fait d'en parler apaise les choses qu'on a pu vivre. Voilà, moi, je sais que ça fait 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans que j'essaie de trouver quelqu'un avec qui je pourrais parler du décès de ma maman. Et je n'y arrive pas du tout. Parce que, par exemple, mes frères, ça leur fait de la peine. Euh, Mon grand-père, c'est pareil. Mes amis, elles n'étaient pas là dans la chambre avec moi, en fait, quand ça s'est passé, quand j'ai vu la vie partir de son corps. Euh, et je trouve personne pour discuter de ça. Et je suis un peu paumée. Voilà, je pense que pour ma maman, que tout ça, c'est dû au fait que j'étais fusionnelle avec ma maman, que le fait qu'elle soit partie, c'est encore pour moi un traumatisme et quelque chose que j'ai pas réussi à complètement travailler et à passer outre. Et pour moi, la mort fait tout à fait partie de cette histoire, parce que c'était la fin de notre histoire ensemble. Et le fait de pouvoir en reparler aujourd'hui, c'est... Ouais, c'est important, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de ma maman en me parlant de quand elle allait bien, avant qu'elle soit malade. Et personne me parle de comment ça s'est terminé. Je pense que c'est par pudeur et parce que les gens n'ont pas envie comment on dit, d'être irrespectueux envers moi ou se disent que ça les regarde pas. Je comprends pourquoi ils le font pas, mais pour moi, sa mort a fait partie intégrale, a fait partie de sa vie et on doit en parler autant en fait. Et donc aujourd'hui, le fait de pouvoir en parler, moi, ça me libère beaucoup. La mort n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui arrive tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, qui nous arrivera à tous. Et donc, en faire un tabou et ne jamais en parler, c'est pas forcément la meilleure chose. Je pense que pour vivre sereinement quelque chose, aussi affreux qu'il puisse être, c'est-à-dire quand on perd ses parents, oui, c'est affreux. Quand on perd son enfant, c'est affreux. Mais pour que ça n'en fasse pas un drame dans notre vie ou dans la vie des autres, il faut pouvoir en parler en fait et se poser des questions et dédramatiser vraiment tout ça. Pour moi, c'est vraiment une logique. Il n'y a rien de plus logique que la mort. Et pourtant, c'est la chose dont on parle le moins. Je m'appelle Margot, j'ai 28 ans, je viens de Belgique et je travaille dans les effets spéciaux numériques pour le cinéma. Est-ce que je souhaite laisser une trace de mon passage sur Terre ? Je pense que je le fais déjà au quotidien. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire et je pense que dans notre société actuelle, on a tellement de moyens de communiquer, on communique tellement par écrit les uns avec les autres que la trace est déjà là parce que n'importe qui, après ma mort, pourra potentiellement retrouver des écrits que je lui ai laissés, que ce soit par SMS ou par des écrits plus conventionnels comme des lettres, etc. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, j'aime beaucoup écrire, donc je pense que je laisse déjà une marque de moi
au fur et à mesure de ma vie et en écrivant. En écrivant sur ce que je ressens, en écrivant sur ma manière de voir les choses, en écrivant aux gens pour ne pas manquer un seul instant pour leur dire à quel point ils comptent pour moi. Et c'est pour ça que je prends tant de temps à écrire certains messages anniversaires et pour laisser une vraie trace à la personne et pour lui faire comprendre qu'elle a été importante pour moi quoi qu'il arrive et voilà. C'est la seule trace que je veux laisser. Est-ce que je trouve la vie courte ? Oui, bien sûr, la vie est super courte. J'ai 28 ans, c'est tellement jeune et à la fois j'ai l'impression de ne pas les avoir vus passer. Les années s'enchaînent de plus en plus vite et par moments on prend conscience qu'une journée est passée et qu'on n'a rien fait, qu'on a passé la journée dans le canapé à regarder Netflix, à regarder des films, à ne pas faire grand chose et même si ça nous fait du bien sur le moment, on a l'impression un peu de gâcher un temps précieux. Et donc oui, la vie est beaucoup trop courte et j'ai la sensation que je n'arriverai jamais à faire tout ce que j'ai envie de faire sur Terre, que je n'aurai jamais l'occasion de faire tous les voyages dont j'ai rêvé et voilà, je pense que on est tous par définition condamnés à mort et on n'aura jamais le temps de terminer tout ce qui est... On n'aura jamais le temps de terminer les choses à la hauteur de nos espérances, je pense. Donc oui, la vie est beaucoup trop courte. Je ne souhaiterais pas ne pas mourir. Je pense que la mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Et c'est quelque chose qu'on accepte. Et si la vie n'était pas éphémère, elle ne serait pas aussi belle. Si les choses n'avaient pas de fin, on ne profiterait pas autant de chaque instant. Et on ne verrait plus un coucher de soleil de la même manière parce qu'on sait qu'on en verra tout au long de notre vie et que il n'y aurait plus de magie dans les instants parce qu'on aurait l'impression de pouvoir les revivre indéfiniment. Les gens ne profiteraient pas suffisamment les uns des autres et ne verraient pas de façon aussi sacrée les relations parce que les relations qu'on entretient avec nos grands-parents sont incroyables parce qu'on se dit que chaque moment pourrait être le dernier et du coup ça rend l'échange encore plus intense, encore plus intéressant. Et puis si on arrête de mourir, à quoi bon donner la vie ? À quoi bon... Enfin, il faut savoir laisser la place aux gens et puis sans mort, il y a aussi toutes les mauvaises personnes qui peuplent la planète qui seraient là indéfiniment et donc oui, la mort est indissociable de la vie. Donc je pense que non, j'aime la vie telle qu'elle est faite avec un début et une fin, même si je redoute la fin, tout comme on redoute la fin d'un livre parce qu'on a peur d'être déçu, ou la fin d'un film. Mais non, la fin, c'est voilà, on termine quelque chose qui a été beau et c'est le fait que ça se termine aussi qui rend l'œuvre magistrale. Je ne pense pas qu'il faille vivre chaque jour comme si c'était le dernier, mais il faut quand même le garder à l'esprit. Je pense on n'est pas obligé de vivre avec ce compte à rebours en permanence dans la tête parce que sinon on vit avec une espèce d'angoisse, mais il ne faut pas le perdre de vue et je pense qu'il faut surtout vivre en n'ayant pas de regrets. En ne se disant pas qu'on a manqué une opportunité qu'on aurait voulu saisir ou qu'on n'a pas dit à quelqu'un à quel point il était important pour nous.
Je pense oui que la mort ne devrait pas être tabou. Euh, je pense que la seule raison pour laquelle c'est tabou, c'est parce qu'on en a peur. Et je pense que si on parlait plus de la mort, on la craindrait moins. Et on aurait plus l'occasion de profiter des personnes qui sont sur le point de mourir ou des personnes en général. Je pense que la mort nous effraie tellement qu'on préfère pas y penser et pourtant c'est un espèce de secret de polichinelle et puis enfin tout le monde sait que ça arrive, tout le monde sait que c'est inévitable et pourtant on veut pas en parler mais il faut pouvoir en parler. Il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir en parler surtout avec nos proches pour pouvoir leur dire. Parce que je pense qu'on a beaucoup été confrontés tous à la mort d'un proche sans savoir ce que cette personne voulait vraiment pour ses derniers instants. Et je pense qu'on devrait au moins pouvoir parler de ça avec nos proches, de pouvoir leur dire lors de ma mort, je veux que ça se passe comme ça. Et de ne pas avoir peur d'en parler parce que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose auquel on n'est jamais préparé. Et quoi qu'il arrive, même si on a une maladie incurable, on n'est jamais préparé à la mort vraiment. Ou en tout cas, notre entourage n'est pas forcément préparé à notre propre mort. Donc je pense qu'il faut pouvoir en parler le maximum possible pour enlever le tabou et pour que ce soit plus facile à vivre pour nous et pour les autres. Je pense que les funérailles font partie intégrante du deuil. Il faut pouvoir dire à un moment au revoir et si les enfants ne sont pas confrontés aux obsèques, il faut pouvoir remplacer ça par quelque chose d'autre. Peut-être quelque chose de moins traumatisant parce qu'un enterrement lui-même peut être traumatisant pour un enfant, mais je pense qu'il faut pouvoir le remplacer par autre chose. Par contre, je suis formellement opposée au fait d'obliger un enfant à voir un corps décédé au funérarium. Je pense que... ou de forcer n'importe qui à faire face à ce genre d'image parce que c'est très traumatisant. Certaines personnes en ont besoin pour faire un deuil, mais je pense pas que ce soit la meilleure manière de faire son deuil que d'être confronté à un corps mort. Je pense qu'un enfant, d'autant plus, a besoin de se souvenir de la personne qui vient de décéder comme d'une personne vivante et comme d'une personne qu'il a aimée et comme d'une personne avec qui il a vécu plein de belles choses que de l'imaginer comme un corps sans vie dans une boîte. Je suis pour l'euthanasie parce que si je me retrouvais dans la situation où je suis dans un coma, où je suis devenue un légume et où je ne suis plus que l'ombre de moi-même et où il n'y a plus rien à faire, je préférerais que mes proches puissent se soulager du fardeau que ça représente pour eux. Et ce n'est plus vivre que de vivre de cette manière. Alors je suis pour l'euthanasie à 100%. J'en profite pour revenir sur le fait que la mort soit tabou, etc. C'est que si la mort n'était pas autant tabou, on pourrait en discuter plus simplement et plus facilement. Et du coup, je pense que c'est essentiel de pouvoir un jour dire à ses proches, je sais que moi je l'ai fait avec les membres de ma famille ou avec des gens qui me sont proches, de pouvoir leur dire, si un jour ça m'arrive, parce que ça peut arriver à n'importe qui, si un jour ça m'arrive, je souhaiterais que tu prennes la décision pour moi, parce que ce n'est pas la manière dont je veux vivre. Je peux comprendre parfaitement que des personnes soient contre et estiment que
elle préfère rester en vie et qu'on essaye tout ce qui est dans la mesure du possible pour qu'un jour elle puisse peut-être redevenir elle-même, même si ça semble compromis par la médecine, etc. Donc je peux comprendre que certaines personnes ne le souhaitent pas, mais c'est d'autant plus important qu'elles puissent en discuter au préalable avec les membres de la famille, parce que je pense que les seuls moments où la question se pose, c'est quand on n'en a jamais discuté auparavant. Je suis pour le suicide assisté. Je pense que ne pas l'être est complètement hypocrite, car la personne pourrait avoir envie de mourir et le faire elle-même et juste partir du principe qu'on n'a pas envie de l'aider et qu'on va la laisser faire toute seule ou qu'on préfère la laisser dans un état qu'elle n'a pas souhaité. C'est être hypocrite. Je pense que on a tous à un moment dans notre vie besoin d'aide pour quelque chose et parfois ça peut être avoir besoin d'aide pour mourir. Quand on se retrouve dans une situation où on en vient à décider de mourir pour pouvoir rester digne ou pour ne pas finir sa vie de la manière dont on ne l'a pas souhaité, c'est important de pouvoir être aidé par une personne qui nous tient à cœur ou par le corps médical et voilà, c'est important de pouvoir décider de sa propre fin. Profiter de chaque instant, profiter de la vie. Ne manquez pas une seule fois l'opportunité de dire à quelqu'un que vous l'aimez. Peu importe à quel point vous vous êtes disputé, peu importe le froid, peu importe. Ne manquez jamais l'opportunité de dire aux gens à quel point vous les aimez et profitez de faire tout ce que vous avez envie de faire au cours de votre vie. Et n'attendez pas demain, n'attendez pas la mort pour commencer à vivre.